La panne de courant ne s'annonce jamais en douceur. Elle arrive comme une lame transperçant le tissu de la vie normale, rapide, silencieuse, définitive. Une seconde, votre monde vrombit d'une énergie invisible, et la suivante, il est mis à nu, révélant la fragilité de votre certitude moderne. Les écrans s'éteignent, les machines s'immobilisent dans un soupir. Chaque appareil auquel vous faisiez confiance devient inerte entre vos mains, comme si le monde technologique entier avait simplement décidé qu'il était fatigué de prétendre vous soutenir. Ce qui disparaît, ce n'est pas seulement l'électricité. C'est l'illusion que l'aide est toujours à portée de main, que quelqu'un quelque part surveille le réseau, répare les pannes, maintient tout en ordre. Vous réalisez, avec une douleur assez profonde pour être physique, que le filet de sécurité sur lequel vous comptiez n'a jamais été tissé pour des catastrophes qui ne se résolvent pas d'elles-mêmes. Le silence après l'effondrement est plus lourd que l'obscurité, parce que l'ancien monde vous a appris à craindre les désagréments, mais pas à craindre l'absence de secours. Vous le ressentez presque immédiatement. Le monde rétrécit, les pièces deviennent plus froides, l'eau ne coule plus, la nourriture entame son lent compte à rebours vers la putréfaction. Vous fixez la technologie morte, comme si elle vous devait quelque chose, comme si elle devait expliquer pourquoi elle vous a abandonné sans avertissement. Mais la vérité est plus simple et plus crue. L'ancien monde n'avait toujours été que temporaire. Vous n'aviez simplement jamais eu à affronter ce qui vivait sous sa surface polie, la mécanique brute de la biologie, les lois immuables de la physique et le fait que la nature n'a aucun intérêt pour votre confort. La panne de courant ne vous prive pas seulement de votre énergie, elle vous prive de vos suppositions. Elle vous prive de la croyance silencieuse que quelqu'un d'autre, quelque part, maintient les lumières allumées. Et tandis que vous vous tenez dans cette nouvelle obscurité, entouré de machines qui ne se souviennent plus de leur but, il ne reste qu'une seule pensée qui semble assez réelle pour être saisie. Personne ne viendra. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous. La vie rurale n'a jamais été destinée à être glamour. Elle était plus lente, plus silencieuse, plus rustique, un endroit où le progrès arrivait tard et partait tôt. Vous avez passé des années à regarder les gratte-ciels des villes briller à l'horizon, comme des promesses lointaines, vous demandant si vous manquiez quelque chose de plus grand. Mais maintenant, alors que le silence s'épaissit et que le réseau est mort sur tout le continent, la vérité se lève comme l'aube sur votre terre. Tout ce pourquoi le monde se moquait de vous est tranquillement devenu votre avantage. Tandis que les villes s'étouffent de leur propre dépendance, ascenseurs gelés, cartes d'accès inutiles, pompes à eau silencieuses, vous vous tenez sur une terre qui se souvient encore comment prendre soin des gens qui la respectent. Ici, la distance devient un bouclier. La foule la plus proche est à des kilomètres. La panique la plus proche encore plus loin. Le chaos qui se déroule dans les tours de verre et les impasses de banlieue semble appartenir à une toute autre planète. Votre terre n'a pas changé. Les arbres sont toujours là. Le vent souffle toujours. L'eau trouve toujours son chemin en descendant. Les fondamentaux que la civilisation a essayé de dépasser ne restent fidèles qu'à des endroits comme celui-ci, où la nature n'a jamais été négociée, jamais ignorée, jamais soumise par le béton. Vous commencez à voir votre environnement différemment. Le bosquet derrière votre maison n'est plus seulement un décor, c'est du combustible, un abri, des matériaux. Le ruisseau boueux qui vous semblait autrefois une nuisance est maintenant une bouée de sauvetage qui attend d'être comprise. Le ciel ouvert au-dessus de vous devient un calendrier, un système d'alerte, une promesse. La vie rurale ne vous offre pas la survie gratuitement. Ce n'est pas de la magie et cela ne garantit rien. Mais elle vous donne la seule chose que le monde en effondrement a volé à presque tout le monde, la capacité de respirer, de penser, de s'adapter sans une foule qui vous presse de toutes parts. Elle vous accorde l'espace pour faire des erreurs qui ne vous coûteront pas tout immédiatement. Ce qui semblait autrefois en retard sur son temps se trouve maintenant fermement en avance sur la crise. Ici, le monde se termine peut-être, mais il se termine assez lentement pour que vous appreniez comment ne pas y succomber. Le premier véritable choc de la panne de courant n'est pas l'obscurité, c'est la soif. Vous tournez le robinet par habitude, attendant ce flot familier, mais rien ne vient.
Juste un clic creux dans les tuyaux, comme si la maison s'éclaircissait la gorge avant de mourir. À ce moment, vous réalisez la cruelle ironie de la vie rurale. Le puits dont vous vous vantiez, la nappe phréatique pure dont vous parliez à vos amis citadins, n'est rien de plus qu'un trou profond sans l'électricité nécessaire pour en tirer l'eau. La pompe, autrefois invisible par sa fiabilité, est devenue un monument silencieux à votre dépendance. Alors vous sortez, et pour la première fois depuis bien trop longtemps, vous écoutez vraiment. Pas de bourdonnement d'appareil, pas de circulation, juste le son doux et persistant de l'eau qui coule quelque part au-delà de la lisière des arbres. Un son que vous ignoriez autrefois parce qu'il appartenait à un monde dont vous n'aviez pas besoin jusqu'à maintenant. Le ruisseau ne ressemble en rien aux bouteilles d'eau immaculées alignées sur votre ancienne étagère de garde-manger. Il est trouble, désordonné, vivant d'une manière qui vous noue l'estomac. Mais la survie vous force à réapprendre des vérités que vous avez mémorisées pour un examen scolaire et immédiatement oubliées. L'eau n'a pas besoin d'être jolie pour être pure. Elle a juste besoin de science et de feu. Vous vous souvenez des bases. À 212 degrés Fahrenheit, l'eau cesse de faire semblant d'être polie et commence à bouillir avec une rage volatile. Les microbes meurent, les parasites capitulent, les virus se désintègrent. Mais l'ébullition seule ne résout pas tout, surtout lorsque des minéraux, des métaux et des contaminants invisibles pourraient transformer chaque gorgée en un pari. Alors vous allez un peu plus loin. Vous faites bouillir l'eau du ruisseau jusqu'à ce qu'elle devienne vapeur, puis vous capturez cette vapeur montante et la laissez refroidir. La distillation, quelque chose que l'humanité a maîtrisé bien avant l'électricité, renvoie des gouttelettes cristallines à votre récipient qui attend. Les impuretés restent derrière comme des invités indésirables qui finissent par comprendre l'allusion. Ce qui condense est aussi proche de l'eau pure que la nature le permet. À cet instant, accroupi devant une marmite équilibrée sur un feu rudimentaire, vous comprenez quelque chose de crucial. La vie rurale vous donne accès aux matières premières de la survie, mais pas aux instructions. Celles-ci, vous devez les gagner par la sueur, la patience et l'expérimentation. L'eau ne viendra plus des tuyaux. Elle viendra de vos mains, de votre attention et de votre volonté d'adaptation. Le ruisseau devient votre professeur. Le feu devient votre laboratoire. Et vous, que vous soyez prêt ou non, devenez le dernier gardien entre la soif et l'endurance. La faim arrive lentement, poliment au début, comme une tempête avertit l'horizon, avant de décider de déchirer le monde. Votre réfrigérateur, autrefois un gardien silencieux de l'abondance, n'est plus qu'une boîte lumineuse de décomposition. Le congélateur, votre ancien filet de sécurité, est maintenant un désastre au ralenti, chaque heure faisant fondre une autre couche de sécurité. Toutes les commodités qui vous faisaient gagner du temps sont maintenant en train de courir contre vous, et elles gagnent. Mais sortez, et le monde semble différent de ce qu'il a jamais été derrière un comptoir de cuisine. Ici, la nourriture ne vient pas emballée dans du plastique ou alignée dans des allées bien rangées. Elle se tient en plein air, déguisée en mauvaises herbes, arbres, racines et vie verte tenace qui n'a jamais prêté attention à l'existence d'un réseau électrique. Les pissenlits, que vous maudissiez autrefois pour avoir ruiné votre pelouse, se révèlent soudainement comme un repas complet. Des racines amères mais riches, des feuilles piquantes de nutriments, des fleurs capables de devenir du thé, du vin ou un bref rappel que la nature a encore de la douceur à offrir. Les chênes qui laissent tomber des glands dans votre jardin deviennent plus qu'un simple désordre saisonnier. Ce sont de minuscules réserves de glucides attendant patiemment quelqu'un qui se souvient ou réapprend comment les rendre comestibles. Les tanins qu'ils contiennent peuvent non faire la guerre à votre estomac, mais un trempage répété élimine cette menace, laissant derrière lui des calories qui durent des mois. Et puis il y a les massettes, les géants négligés des coins boueux et des étangs à moitié oubliés. Dans un monde qui mesure tout par l'utilité, les massettes brillent comme un miracle. Leurs racines se cuisinent comme des pommes de terre. Leurs jeunes pousses se cassent comme des concombres. Leur pollen devient de la farine, brillante et dorée comme le lever du soleil. La plante entière est un modèle comestible pour la survie.
La nourriture passe de quelque chose que vous achetez à quelque chose que vous remarquez, quelque chose que vous étudiez, quelque chose que vous gagnez. Il y a de la patience dans la cueillette, une sorte de négociation silencieuse avec la terre. Vous testez, vous attendez, vous apprenez le rythme de la comestibilité comme le faisaient autrefois les peuples anciens, avec prudence, respect, comprenant que la mauvaise bouchée pourrait vous tuer plus vite que la faim. Le test d'ingestion universelle devient votre prière, votre rituel, votre lente danse avec l'incertitude. Et la nuit, tandis que les pièges attendent dans les broussailles et que les collets reposent dans le silence, vous réalisez quelque chose d'essentiel. La nature ne vous a jamais promis l'abondance. Mais elle offre des opportunités si vous êtes prêt à observer attentivement, à vous déplacer délibérément et à manger avec à la fois connaissance et humilité. Le supermarché a disparu, mais la terre a toujours été ouverte. Vous étiez juste trop rassasié, trop pressé, trop moderne pour le voir. Le froid n'est pas seulement une température, c'est un prédateur. Il attend patiemment dans les murs de votre maison, dans les fissures de vos fenêtres, dans les espaces que vous avez ignorés lorsque le monde offrait encore le chauffage central sur simple pression d'un bouton. Lorsque la panne de courant s'installe pour sa deuxième nuit, vous comprenez enfin ce que les ruraux chuchotaient bien avant que l'électricité ne fasse tout oublier. La chaleur n'est pas un luxe. La chaleur est une survie. Votre maison, autrefois chaude avec des systèmes vrombissants et un confort artificiel, commence à révéler sa vraie nature. Chaque courant d'air devient une menace. Chaque interstice non scellé devient un voleur, dérobant la chaleur molécule par molécule. Vous sentez le froid éroder votre confiance, vous rappelant que la nature n'a jamais accepté de jouer selon vos règles. Mais la terre rurale vous donne quelque chose que les villes ne peuvent pas. Du combustible éparpillé partout comme un trésor non réclamé. Branches tombées, arbres morts, grosses bûches gisant tranquillement sous des couches de mousse. Là où les survivants urbains arrachent des meubles et déchirent des planchers pour du bois de chauffage. Vous vous tenez devant des forêts qui ont stocké de l'énergie pendant des décennies. Vous n'avez besoin que de l'habileté et de l'humilité pour la débloquer. Le feu est simple, mais pas facile. Il exige le respect. Il exige la compréhension. Il exige une patience que la plupart des gens ont oublié comment cultiver. Vous vous accroupissez à côté de votre premier véritable feu de survie. Pas le genre contrôlé et récréatif que vous faisiez lors de jolies excursions de camping. Celui-ci compte. Vous apprenez comment le combustible, l'oxygène et la chaleur dansent ensemble, comment retirer l'un d'eux transforme la flamme en un souvenir faible et mourant. Vous commencez à placer des pierres derrière le feu, utilisant la terre elle-même comme réflecteur, renvoyant la chaleur vers vous au lieu de la laisser s'échapper dans la nuit. La différence entre intelligent et négligent devient la différence entre un sommeil chaud et frissonner dans l'obscurité. La maison se transforme. Vous scellez les fissures avec de vieux t-shirts, des journaux, des feuilles, tout pour empêcher l'air en mouvement de voler le peu de chaleur que vous créez. Vous réduisez votre espace de vie, transformant une pièce en cocon au lieu d'essayer de chauffer toute la structure. Les petits espaces chauffent vite, les petits espaces restent chauds. Et pour la première fois depuis le début de la panne, vous réalisez que vous apprenez à nouveau, pas seulement que vous survivez. La vie rurale n'est pas indulgente, mais elle est généreuse. Elle récompense l'effort. Elle récompense l'ingéniosité. Elle récompense ceux qui acceptent que le confort doit maintenant être construit et non activé. Ce soir, le feu ne fait pas que chauffer la pièce. Il réchauffe votre détermination, une flamme tranquille contre le vaste froid qui presse de toutes parts. L'obscurité change tout. Non pas le genre doux que vous obtenez en éteignant une lampe, mais l'obscurité absolue, dévorante, qui inonde une maison lorsque chaque source de lumière s'éteint en même temps. Elle semble plus lourde, elle semble plus ancienne. On dirait qu'elle attendait depuis des siècles que l'électricité s'écarte enfin pour pouvoir reconquérir son territoire. Au début, vous pensez pouvoir y faire face. Vous vous dites que vos yeux s'adapteront, que la dernière parcelle de batterie de votre téléphone vous fera passer la nuit. Mais lorsque cette dernière lueur s'estompe et que l'obscurité devient totale, une vérité vous frappe plus fort que la faim ou le froid n'aurait jamais pu le faire. Les humains n'ont jamais été faits pour ça.
votre esprit commence à inventer des formes. Votre pouls devient plus fort que vos pensées. Le silence prend des dents. Vous avez besoin de lumière, non pas pour la vision, mais pour la santé mentale. Et sans électricité, vous vous tournez vers ce que vos ancêtres utilisaient bien avant que les fils ne transportent le confort à travers les continents, la graisse, le feu et le temps. Il est choquant de voir à quelle vitesse les anciennes méthodes vous reviennent. La graisse de bacon que vous jetiez autrefois négligemment dans l'évier devient un combustible précieux. Un morceau de tissu devient une mèche. Un petit récipient en métal devient une lampe capable de repousser l'obscurité pendant des heures. Vous regardez la flamme vaciller, se stabiliser, puis tenir comme un compagnon qui choisit de rester éveillé avec vous toute la nuit. Et soudain, la pièce change, les ombres diminuent, les coins s'adoucissent, le monde semble plus petit, plus sûr, presque humain à nouveau. Vous en apprenez davantage. L'alcool brûle plus proprement. L'huile brûle plus longtemps. Même la lumière du soleil peut être volée, focalisée à travers des miroirs ou grossie à travers du verre pour percer les ombres ou allumer des flammes. Vous devenez un étudiant de la lumière, car chaque minute où vous maintenez l'illumination est une minute où vous maintenez l'espoir. La panne de courant vous enseigne quelque chose que l'ancien monde n'a jamais pris la peine de mentionner. La lumière est émotionnelle. Elle façonne vos pensées, votre courage, votre capacité à tenir l'heure suivante. L'obscurité engendre le désespoir. La lumière, même une petite flamme tremblante sur une mèche, devient une déclaration que vous êtes toujours là, que vous essayez toujours, que vous ne voulez toujours pas abandonner la nuit. Au final, la lampe que vous fabriquez de vos propres mains fait plus qu'éclairer la pièce. Elle illumine quelque chose en vous. Un rappel que même lorsque le monde s'effondre, vous pouvez toujours créer votre propre aube. Lorsque le monde vrombissait encore d'électricité, les outils étaient des commodités, des choses que vous achetiez, égariez, remplaciez et oubliez. Mais après la panne de courant, les outils deviennent quelque chose de bien plus ancien et personnel. Les extensions de vos propres mains, la ligne entre l'impuissance et la capacité. Votre garage, autrefois un encombrement secondaire, se transforme presque du jour au lendemain en un atelier de survie. Vous commencez à tout voir différemment. La pelle cassée que vous aviez l'intention de réparer l'été dernier n'est plus un déchet, c'est une matière première. La lame de charrue rouillée qui prend la poussière dans le coin devient de l'acier attendant une seconde vie. Même le fil de cuivre emmêlé que vous gardiez pour un projet un jour vous semble soudainement un trésor. Ici, entouré de silence et de nécessité, vous redécouvrez la physique non pas comme un cours de science, mais comme une salvation. Une branche de 6 pieds devient un levier, vous donnant la force de déplacer des pierres qui se moquaient autrefois de vos muscles. Une corde passée sur une poutre supérieure devient une poulie, transformant des soulèvements impossibles en tâches gérables. Les machines simples se révèlent être des alliées anciennes que vous n'aviez jamais prises au sérieux jusqu'à présent. Le tranchant devient une sorte de monnaie. Le verre, la pierre, le métal, tout peut être façonné, ébréché ou frappé pour en faire un tranchant. Vous cassez une bouteille de la bonne manière et sa fracture cristalline devient plus tranchante que n'importe quel couteau de cuisine. Vous frappez une pierre contre une autre et des éclats se détachent en angles nets et acérés que vos ancêtres utilisaient pour construire des civilisations entières. L'habileté primitive redevient soudain moderne. Vous improvisez sans hésitation, car l'hésitation n'existe pas dans un monde qui refuse de vous attendre. Vous retirez les lames de ressort des équipements abandonnés et les transformez en lames fiables. Vous tordez du fil de cuivre pour en faire des collets assez solides pour vous nourrir pendant que vous dormez. Vous apprenez à voir la structure cachée de chaque objet, le potentiel sous la rouille, le but sous des années de négligence. Chaque outil que vous créez ou réparez devient une déclaration silencieuse, que l'effondrement ne vous a pas transformé en victime, que la rareté n'a pas volé votre ingéniosité, que le monde est peut-être brisé, mais pas vous. La vie rurale ne vous offre pas de solution parfaite, elle vous offre des possibilités. Et elle vous fait confiance pour les transformer en survie. L'électricité ressemblait autrefois à de l'air, partout, invisible, sans effort.
Vous ne vous êtes jamais demandé d'où elle venait, car elle était toujours là, bourdonnant à travers les murs, attendant derrière chaque interrupteur. Mais lorsque la panne de courant s'installe pour de bon, vous réalisez quelque chose de presque embarrassant. Vous ne génériez jamais d'énergie. Vous ne faisiez que l'emprunter. Maintenant, avec le réseau silencieux et le ciel n'offrant aucune pitié, vous faites face à une nouvelle question. Comment ramenez-vous l'énergie dans votre monde lorsque l'ère de la commodité est morte? La réponse ne se trouve plus dans les panneaux solaires ou les générateurs de secours. Ceux-ci dépendaient d'une civilisation qui n'existe plus. Au lieu de cela, vous vous tournez vers le mouvement, la forme d'énergie la plus ancienne et la plus fiable que le monde ait jamais connue. Vous commencez avec ce que vous avez. Un vieux cadre de vélo devient le cœur d'un générateur à manivelle. Les pédales se transforment en votre nouvelle centrale électrique. Chaque rotation pousse les électrons à travers des bobines comme du bétail poussé à travers des portes étroites. Le progrès est lent, presque insultant comparé à l'ancien monde, mais il est réel. Vous le sentez dans vos jambes. Vous l'entendez dans le faible bourdonnement de la vie qui revient à une batterie que vous pensiez morte à jamais. Puis, vous vous tournez vers la terre elle-même. Le ruisseau qui vous donnait de l'eau devient maintenant une source d'énergie. Avec du bois récupéré, des chutes de métal et des heures d'efforts obstinés, vous construisez une roue à aubes qui tourne avec la poussée implacable du courant. Pas de logiciel, pas de planning d'entretien, juste la physique, pure et honnête, faisant tourner un générateur de fortune qui fournit un filet constant d'électricité. Assez pour une petite lumière, assez pour charger un appareil, assez pour vous rappeler que la civilisation n'est pas la seule chose capable de produire de l'énergie. Et plus vous creusez, plus la Terre révèle. Deux métaux différents immergés dans de l'eau salée créent leur propre petite batterie, une astuce si ancienne qu'elle semble de la sorcellerie. Des plaques d'aluminium et de cuivre, un pot de saumure, et soudain, vous avez une tension née de la tension chimique. Pas beaucoup, mais assez. Assez pour compter. Ensuite, il y a l'énergie thermoélectrique, une dalle chauffée par le feu d'un côté et refroidie par l'eau de l'autre. La différence de température force les électrons à migrer, créant de l'électricité à partir de rien d'autre que le contraste, le chaud et le froid s'affrontant dans un langage que vous pouvez maîtriser. Ce n'est pas le genre de puissance qui a jadis éclairé les villes ou propulsé des trains à travers les continents. C'est une puissance silencieuse, une puissance obstinée, une puissance à échelle humaine. Mais dans ce nouveau monde, c'est plus que suffisant. La vie rurale ne promet pas une énergie illimitée. Elle promet quelque chose de mieux, la capacité de créer ce dont vous avez besoin avec vos propres mains, votre propre terre et les principes de la nature qui n'ont jamais cessé de fonctionner, pas même lorsque le réseau a failli. Lorsque Internet meurt, il meurt sans drame, pas de message d'erreur, pas d'avertissement, pas de dernier scintillement de connexion. Un instant, le monde est une vaste carte de voix, d'opinions, de signaux et de bruits. L'instant d'après, il s'effondre dans un silence si complet qu'il ressemble à une pression sur votre poitrine. Votre téléphone ne devient rien de plus qu'un morceau de verre lisse. Votre ordinateur devient un monument mort à un monde qui dépendait trop lourdement de fils invisibles. Mais la communication ne disparaît pas. Elle revient simplement à ses formes les plus anciennes, les plus brutes, celles que le monde moderne a oubliées, mais que le monde rural n'a jamais complètement abandonnées. Vous commencez par la radio. Bien avant que vous ne vous souciez des fréquences ou des antennes, il y avait des gens qui comprenaient que les ondes radio n'ont pas besoin d'infrastructures, elles n'ont besoin que d'espace pour voyager et de quelqu'un d'assez obstiné pour écouter. Les opérateurs radio-amateurs, ces passionnés que le monde a taquinés pendant des décennies, deviennent les nouveaux bibliothécaires de la connexion humaine. Avec un équipement simple, du fil et un peu de chance, vous pouvez faire porter votre voix sur des kilomètres de terre brisée. Vous pouvez entendre d'autres personnes piégées dans la même obscurité, appelant dans le grésillement comme des survivants criant à travers une mer infinie. Les radios CB et les talkie-walkies renaissent également. Canal 9 pour les urgences, Canal 19 pour les voyageurs. Des mots de code qui semblaient autrefois désuets deviennent soudainement la seule langue organisée qui reste dans les ruines.
Mais tous les messages ne peuvent pas traverser des kilomètres. Certains messages n'ont besoin de traverser qu'un champ, une colline, une lisière d'arbres. Les feux de signalisation deviennent votre système de diffusion analogique. Fumée le jour, flamme la nuit. Un feu, sûr. 2 feux, danger. 3 feux, aide maintenant. Des miroirs projettent des éclairs de soleil codés à travers les vallées. Des éclats lumineux et vacillants qui transmettent un sens à quiconque observe depuis le bon point d'observation. Pour la première fois de votre vie, vous comprenez pourquoi les armées antiques en dépendaient. Vous apprenez le code Morse de la même manière que vous avez appris tout le reste depuis la panne, avec urgence. Un point devient un battement de cœur, un tiret devient un souffle. SOS commence à ressembler moins à un appel de détresse et plus à un mantra que le monde entier chuchote à l'unisson. Et dans les moments calmes, lorsque même les radios dorment et que la nuit s'installe lourdement autour de vous, vous réalisez quelque chose de profond. La communication n'a jamais été une question de vitesse. Ce n'a jamais été une question de commodité. Il s'agissait toujours de connexion. L'instinct humain de tendre la main, d'être entendu, de ne pas disparaître dans le silence. Les anciennes méthodes sont plus lentes, oui, mais elles sont robustes, elles sont honnêtes. Et elles ne tombent pas en panne simplement parce qu'un transformateur à l'autre bout du pays décide de fondre. Dans ce nouveau monde, votre voix voyage sur le vent, le feu, le métal et la patience, pas sur des fils. Et d'une certaine manière, cela semble plus réel que ne l'a jamais été Internet. Dans l'ancien monde, la sécurité signifiait serrure, mot de passe, caméra, des couches de protection bâties sur l'hypothèse que le danger était rare et que l'aide était proche. Mais après la panne de courant, ces hypothèses meurent rapidement. Les gens changent lorsque la faim les ronge, lorsque l'eau vient à manquer, lorsque les lumières ne se rallument jamais. La civilisation adoucit les humains, le désespoir les aiguise. Ici, dans l'obscurité rurale, vous apprenez la plus ancienne règle de survie. Votre sécurité n'est plus garantie par la société. Elle est garantie par votre vigilance. Votre propriété se transforme en un périmètre que vous devez connaître aussi intimement que les lignes de vos propres mains. Chaque chemin, chaque fossé, chaque lisière d'arbres devient une partie d'une carte mentale que vous parcourez encore et encore jusqu'à pouvoir la naviguer à l'aveugle. La nuit, cette connaissance devient votre première défense, car vous ne pouvez pas garder ce que vous ne comprenez pas. Des systèmes d'alerte précoce surgissent des rebuts et de la créativité. Des boîtes de conserve accrochées à travers un sentier. Des branches arrangées de manière à ce qu'elles se cassent sous le poids. Du gravier lâche placé là où des pas ne devraient y pas être. Rien de tout cela n'est de haute technologie. Tout fonctionne. Les barrières comptent aussi, non pas pour arrêter des intrus déterminés, mais pour modeler leurs mouvements. Des troncs d'arbres tombés, des tranchées creusées, des passages étroits près des points d'étranglement. Ceux-ci ralentissent les menaces, les dirigent là où vous voulez, là où les chances basculent discrètement en votre faveur. Même les prédateurs, humains ou animaux, sont vulnérables lorsqu'ils sont forcés de passer par un chemin prévisible. Et puis, il y a les gardiens que la nature fournit. Des chiens qui aboient avant que le danger n'atteigne la cour. Des oies qui crient à tout ce qui est inconnu. La forêt nocturne elle-même, qui porte le son plus loin que n'importe quelle alarme n'aurait pu le faire. Mais peut-être la compétence la plus importante dans ce nouveau monde est-elle la dissimulation. Non pas seulement se cacher soi-même, cacher ce dont on dépend. Les gens ne volent pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Une maison qui semble avoir été fouillée et sans importance devient un bouclier bien plus fort que la bravade. À la lumière du jour, vous vous entraînez à vous fondre dans le décor, laissant le monde penser que vous avez moins que ce que vous possédez. La nuit, vous vous déplacez doucement, le feu bas, les fenêtres couvertes. Vous apprenez la discipline du silence, la discipline des ombres. La sécurité ne consiste pas à gagner des combats. Il s'agit de les prévenir. Car dans ce monde, vos voisins ne sont pas des ennemis. Mais la famine peut les transformer en quelque chose d'imprévisible, quelque chose de tragique, quelque chose de dangereux. Ici, la sécurité est une habitude.
Et la survie est l'art de rester invisible, préparé et suffisamment calme pour affronter la nuit sans en faire partie. L'effondrement du réseau blesse le corps, mais il attaque l'esprit bien avant que la faim ou le froid ne vous atteignent. Lorsque les routines de l'ancien monde disparaissent, vos pensées deviennent un champ de bataille. Les jours perdent leur forme. Les nuits s'étirent comme des océans ininterrompus, sans horaire, alarme, rendez-vous ou le rythme réconfortant d'une société qui tourne autour de vous. Le temps devient quelque chose de glissant et de dangereux. C'est alors que vous apprenez la vérité qu'aucun manuel de survie n'explique clairement. Votre psychologie est la véritable ligne de front. Si votre esprit s'effondre, tout le reste suit. Alors, vous construisez une structure là où le chaos avait l'habitude de régner. Vous vous réveillez avec le soleil, non pas parce que c'est poétique, mais parce que votre corps comprend mieux la lumière naturelle que l'électricité ne l'a jamais fait. Vous travaillez jusqu'au crépuscule, non par discipline, mais parce que l'esprit humain a besoin d'avancer pour rester sain d'esprit. Les tâches deviennent des ancres, ramasser du bois, vérifier les pièges, entretenir le feu, maintenir l'abri. Chacune est une victoire, un petit défi contre le poids qui pèse sur vos pensées. Vous commencez à célébrer les petites victoires. Une casserole d'eau distillée propre. Un repas récolté sur une terre qui n'avait autrefois aucune signification pour vous. Une nuit où la peur ne s'est pas resserrée autour de votre colonne vertébrale. Vous les comptez non pas par sentimentalité, mais parce que votre cerveau a besoin de preuves. Preuves que l'effort produit toujours des résultats, que demain vaut encore la peine d'être atteint. Et puis, il y a l'isolement. Dans l'ancien monde, la solitude était quelque chose que vous payiez en location de vacances ou recherchiez pour la paix. Lors de la panne de courant, la solitude devient une ombre persistante, chuchotant des doutes dans les coins des longues nuits. Les humains ne sont pas faits pour une solitude infinie. Même les esprits les plus forts se défont dans le silence. Alors, vous cherchez les autres. Non pas pour créer une dépendance, mais pour créer un sentiment d'appartenance. 2 personnes partageant le travail peuvent accomplir ce qu'une personne craint. 3 peuvent même construire des systèmes. 4 peuvent même construire une vie. La communauté devient un médicament psychologique aussi vital que l'eau potable. Vous partagez des histoires, des connaissances, des outils et la chaleur fragile de la présence humaine. Vous échangez des avertissements sur la météo, sur les étrangers, sur la Terre elle-même. Vous riez ensemble, non pas parce que le monde est drôle, mais parce que le rire est une rébellion contre le désespoir. L'humour devient un outil de survie. Des blagues sur l'absurdité du nouveau monde, du sarcasme sur vos propres erreurs. Un sourire partagé quand quelque chose se passe réellement bien. Cela libère la tension de la même manière qu'une soupape de pression libère de la vapeur. Et dans les moments calmes avant le sommeil, lorsque la lumière du feu danse sur les murs et que l'épuisement adoucit enfin vos pensées, vous comprenez quelque chose de profond. La survie ne consiste pas seulement à endurer le monde physique. Il s'agit de protéger l'architecture fragile de votre propre esprit. Si vos pensées restent stables, vous pouvez tout reconstruire. Si elles s'effondrent, même l'abondance ne vous sauvera pas. Lorsque les hôpitaux s'éteignent, ils ne deviennent pas des ruines, ils deviennent des rappels. Des rappels de combien vous dépendiez autrefois d'étrangers en blouse propre, de lumière vive et de machines qui vrombissaient avec une précision stérile. Lors de la panne, tout cela disparaît. La salle d'urgence la plus proche n'est plus qu'un bâtiment rempli d'équipements qui ne se rallumera jamais. La responsabilité de votre survie et de la survie de toute personne à vos côtés repose entièrement sur vos épaules. La médecine devient personnelle. Vous commencez par les fondamentaux, car ils comptent plus que n'importe quel remède miracle que l'ancien monde offrait autrefois. L'hygiène, une hygiène simple, ennuyeuse, négligée, devient votre première et plus forte arme. Mains propres, eau propre, outils propres, plaies propres. Dans cette nouvelle réalité, l'infection est le tueur silencieux qui guette chaque faux pas, chaque égratignure négligente, chaque coupure ignorée. Une blessure mineure, celle que vous ignoriez autrefois, exige maintenant une cérémonie. Vous la lavez à l'eau bouillie. Vous enlevez la saleté avec des mains fermes et prudentes. Vous la bandez avec un tissu que vous avez stérilisé à la chaleur
pas par confiance. Vous la surveillez chaque jour car l'infection se développe rapidement et tue plus vite sans antibiotiques. Puis vient la médecine dont la Terre se souvient encore. Les plantes que vous traversiez autrefois sans y penser deviennent les ingrédients de votre nouvelle pharmacie. L'écorce de saule soulage la douleur et abaisse la fièvre. L'aloès rafraîchit les brûlures et apaise la peau déchirée. L'échinacée renforce les défenses du corps d'une manière que les produits pharmaceutiques simulaient autrefois. La connaissance semble ancienne, non pas parce qu'elle est vieille, mais parce qu'elle exige le respect, exige la précision. Utiliser la mauvaise plante n'est pas une erreur, c'est une condamnation. Alors vous apprenez lentement, soigneusement, vérifiant chaque feuille, chaque tige, chaque racine. Vous devenez un étudiant de la couleur, de l'odeur, de la texture, car la forêt n'étiquette pas sa médecine et elle ne pardonne pas la confusion. Vous préparez des cataplasmes, vous mélangez des tisanes, vous séchez des herbes dans la faible chaleur de votre feu. Vous mémorisez quelles plantes guérissent et quelles plantes nuisent, car les enjeux ne sont plus théoriques. Et en l'absence d'outils modernes, vous redécouvrez l'importance des techniques simples. Pression pour arrêter le saignement. Élévation pour ralentir le gonflement. Chaleur pour extraire l'infection. Froid pour calmer l'inflammation. Le repos, un repos réel et ininterrompu, comme le guérisseur le plus puissant de tous. La panne de courant ne vous transforme pas en médecin. Elle vous force à devenir un soignant, quelqu'un qui travaille avec patience au lieu de pilules, observation au lieu de diagnostic, instinct aiguisé par la nécessité au lieu d'une formation formelle. La médecine devient non seulement une pratique, mais un état d'esprit. Restez propre, restez vigilant, restez humble. Car dans ce monde, la plus petite blessure peut vous tuer, mais la plus petite compétence peut vous sauver. Le temps était autrefois un petit désagrément, quelque chose que vous vérifiez sur votre téléphone en sirotant un café, quelque chose qui pouvait retarder une livraison ou gâcher des projets de week-end. Mais après la panne de courant, le temps devient un adversaire redoutable. Il n'y a plus de prévision, plus de cartes radar, plus d'icônes lumineuses prédisant ce que demain apportera. Vous sortez, levez les yeux et réalisez que le ciel est votre seul météorologue et il parle une langue que vous devez réapprendre rapidement. Les nuages cessent d'être un décor. Ils deviennent des avertissements. Des cirrus hauts et fins murmurent que le changement approche. Des stratus bas et lourds rampent sur la terre comme une menace feutrée. Des cumulonimbus imposants s'élèvent comme des montagnes, promettant des tempêtes capables de déchirer les impréparés. Le vent, lui aussi, devient un messager. Un calme soudain avant le crépuscule. Une rafale chaude au cœur de l'hiver. Un courant changeant qui vous dit que la terre inspire avant que quelque chose ne se libère. Vos sens s'aiguisent, car votre survie dépend de votre capacité à remarquer ce que vous ignoriez autrefois. Chaque saison porte une personnalité assez tranchante pour tuer. L'été cuit la terre jusqu'à ce que l'eau devienne aussi précieuse que l'or. Le printemps vous trompe avec des matinées chaudes et des nuits glaciales. L'automne exige du travail, récolter, stocker, préparer, ou l'hiver punira votre paresse sans pitié. L'hiver est une épreuve que la terre impose sans s'excuser. Il retire la chaleur de votre maison, la force de votre corps et des jours de votre marge d'erreur. Les tempêtes deviennent des batailles que vous combattez avec la préparation, non le courage. Vous renforcez le toit, vous barricadez ou étayez les fenêtres. Vous stockez le bois de chauffage plus haut, plus sec, plus loin du danger. Chaque tempête trouve les faiblesses que vous avez manquées et chaque erreur se révèle avec une honnêteté brutale. La nature n'offre pas de doux rappels, seulement des conséquences. La température devient l'un de vos adversaires les plus dangereux. Le froid engourdit lentement, volant clarté et mouvement. La chaleur est silencieusement mortelle, transformant la sueur en déshydratation incrustée de sel. Vous découvrez que votre corps ne peut vivre que dans une plage très étroite, et tout ce qui se trouve en dehors de cette plage ressemble à une attaque. Et pourtant, il y a une étrange clarté dans tout cela. Quand vous observez les nuages s'amonceler depuis la crête,
Quand vous sentez la pression changer dans vos os. Quand les oiseaux se taisent avant une tempête. Vous commencez à comprendre le rythme du monde d'une manière qu'aucune application météo n'a jamais permis. Le temps ne vous sert plus, vous vous y adaptez, vous le respectez, vous vous y préparez, vous apprenez à vous mouvoir avec ses schémas ou à souffrir sous sa force. Car dans l'obscurité rurale d'un monde sans réseau, le ciel n'est plus un arrière-plan. C'est la présence la plus puissante sous laquelle vous vivez, et il décidera de votre destin, que vous y prêtiez attention ou non.